Plongeons ensemble dans une histoire fascinante qui se déroule au cœur du Burkina Faso. C'est l'histoire d'une république moderne, souvent secouée par l'instabilité, mais qui trouve un pilier surprenant dans une force très ancienne, un roi qui n'a pourtant pas de royaume officiel. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi un gouvernement militaire qui a le contrôle de l'armée et de l'État se tourne vers une figure traditionnelle sans aucun pouvoir inscrit dans la loi? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut voir ça comme deux mondes. D'un côté, on a le pouvoir de l'État, concret, avec son armée, ses lois, ses décrets, c'est le pouvoir formel. Et de l'autre, il y a l'autorité du Mogonab. Elle ne repose sur aucun papier officiel, mais sur des siècles d'histoire, de coutumes et de légitimité ancestrale. Allez, on commence par un exemple très récent qui montre comment ce paradoxe s'exprime aujourd'hui, de manière très concrète. Pas plus tard qu'en octobre de 2024, alors que le pays traversait une nouvelle zone de turbulence, le pouvoir militaire a fait quelque chose d'assez incroyable. Une délégation de haut niveau a été envoyée non pas pour rencontrer un autre chef d'État, mais pour se rendre au palais du Mogonaba et lui demander son aide pour calmer le jeu et renforcer la cohésion sociale. C'est dire si son influence est réelle. Mais alors, d'où vient cette autorité morale si puissante? Pour le comprendre, il faut faire un bond en arrière, un très grand bond, jusqu'au mythe fondateur du peuple Mossi. Attention, on ne parle pas d'une petite chefferie récente. Les royaumes Mossi ont presque 1000 ans d'histoire. Pendant des siècles, ils ont été une puissance majeure dans la région, notamment grâce à leur cavalerie qui était littéralement la terreur des empires voisins. Cette longue histoire de pouvoir a forgé une légitimité qui traverse les âges. Et à l'origine de tout, il y a une figure quasi légendaire, la princesse Yenenga. Il faut imaginer une guerrière, une cavalière hors pair, qui refuse le mariage arrangé par son père, le roi, et qui s'enfuit à cheval pour choisir son propre destin. C'est dans sa fuite qu'elle rencontre un chasseur du nom de Rialé. De cette union improbable entre la princesse et le chasseur va naître un fils, Ouedraogo, qui est considéré comme l'ancêtre fondateur de tout le peuple Mossi. Et le détail qui est absolument génial, c'est le nom de ce fils, Ouedraogo. Ça signifie l'étalon, le cheval mâle. C'est un hommage direct au cheval qui a permis à sa mère, Yenenga, de s'enfuir et de rencontrer son père. Le symbole du cheval est donc au cœur même de l'identité Mossi. Bon, une légende, c'est une chose. Mais comment est-ce que ça se traduit en une structure de pouvoir bien réelle? Eh bien, tout repose sur un concept clé, le Naam. Alors, le Naum, ce n'est pas juste le pouvoir au sens où on l'entend, c'est beaucoup plus profond. C'est une force spirituelle, une légitimité qui descend directement des ancêtres. Quand un chef détient le Naum, il n'est pas seulement un dirigeant, il est le gardien des traditions et le pont entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Et pour bien mesurer l'importance de tout ça, il faut avoir un chiffre en tête. Les Mossi représentent environ 40% de la population du Burkina Faso. C'est le groupe ethnique le plus important. Forcément, leur structure traditionnelle pèse lourd dans la vie du pays. Et là, on touche à quelque chose de vraiment fascinant. La société Mossi est fondée sur un équilibre des pouvoirs. D'un côté, les Nakums, les descendants des conquérants, qui ont le pouvoir politique, le fameux Nam, mais de l'autre, il y a les Nyonyos, les peuples qui étaient là avant, qui eux détiennent le pouvoir spirituel sur la terre. En gros, le pouvoir politique ne peut rien faire sans l'aval du pouvoir spirituel. C'est un système de contre-pouvoir ancestral. Et toute cette organisation est très structurée, un peu comme une pyramide. Tout en haut, il y a l'empereur, le Mogonahaba, juste en dessous les chefs de canton, puis les princes. Et ça descend comme ça jusqu'au chef du plus petit village. C'est un réseau d'influence qui maille absolument tout le territoire. Mais cet empire si bien organisé va finir par se heurter à une force nouvelle et brutale, le colonialisme européen. Et en moins d'un siècle, tout bascule. La conquête par les Français en 1897 marque le début de la fin. Puis, juste avant l'indépendance, il y a une tentative de l'empereur de l'époque de reprendre le pouvoir par la force, mais ça échoue. Finalement, en 1962, la Nouvelle République lui retire ses derniers pouvoirs officiels. Le roi a littéralement perdu son royaume. Cette simple phrase, « il ne voulait pas entendre parler de république », elle résume tout. C'est le choc de deux mondes, la monarchie ancestrale face à l'État-nation moderne. Un combat que la monarchie a, sur le papier, perdu. On pourrait donc penser que l'histoire s'arrête là. Plus de pouvoir, fin du chapitre. Mais en fait, c'est là que ça devient peut-être le plus intéressant. Le rôle de l'empereur ne disparaît pas. Il se transforme. Voici l'empereur actuel, le Mogonahaba Baongo II. Quand il monte sur le trône en 1982, il n'hérite d'aucun ministère, d'aucune armée.
Mais il hérite de quelque chose de bien plus durable, le prestige immense accumulé par les 36 empereurs qui l'ont précédé. Il devient en quelque sorte la mémoire vivante de la nation. Et comme l'explique très bien l'historien Benoît Bûcher, en perdant son pouvoir politique, l'empereur a gagné une autre forme d'autorité. Il est devenu une sorte d'arbitre, une voix morale, respectée par tous, justement parce qu'il est au-dessus des partis politiques. Et ce rôle, ce n'est pas que du symbole, loin de là. L'exemple le plus frappant, c'est le coup d'État de 2015. Le pays était au bord de la guerre civile. Et où est-ce que les négociations décisives ont eu lieu? Pas à l'ONU, mais dans son palais, à Ouagadougou. C'est lui qui a réussi à faire asseoir tout le monde à la même table pour trouver une sortie de crise. Il a transformé son prestige en un accord de paix concret. Alors au final, qu'est-ce que nous apprend cette histoire sur la persistance de cette institution? Et la preuve que l'empereur n'est pas juste un vestige du passé, c'est cette déclaration très récente. Il ne parle pas de rituels ancestraux, mais il appelle à une refonte de l'éducation pour transmettre des valeurs civiques. Il utilise sa tribune traditionnelle pour parler des enjeux les plus modernes. Alors, un roi sans pouvoir peut-il vraiment être une clé pour l'avenir? L'exemple du Burkina Faso semble montrer que oui, dans un monde politique très volatile, l'autorité morale, la légitimité qui vient du fond des âges peuvent parfois s'avérer plus solides que les lois et les armées. Le trône a peut-être perdu son pouvoir, mais il est resté le cœur symbolique de la nation.